combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Ce jour-là, c'est un couple qui pousse la porte de mon cabinet. Claire et Laurent, quarantaine élégante, 2 enfants. Ils travaillent beaucoup, vivent bien, ont coché toutes les cases. La réussite, la maison, un dressing bien rempli, une balançoire dans le jardin, le bonheur en apparence seulement. C'est Laurent qui prend la parole en premier d'une voix calme mais tendue. Il ne crie pas, il ne reproche pas, il essaie simplement d'exister. Il explique simplement de quelle manière Claire contrôle tout son petit monde, la maison, les repas, les devoirs, les rendez-vous médicaux et même, dit-il, la manière dont je devrais parler aux enfants. Elle me reprend, je n'ai plus de place. Quand je propose quelque chose, c'est jamais comme elle veut et du coup j'abandonne et elle me le reproche aussi. Elle est partout, tout le temps. Je voudrais juste qu'elle me laisse faire un peu, qu'elle me fasse confiance et juste qu'elle puisse souffler. Claire ne dit rien, elle le regarde droit dans les yeux, les épaules raides, elle ne veut pas craquer. Je vois bien qu'elle veut rester digne, mais à un moment, ça lâche. Et ce qu'elle dit, c'est pas une plainte, c'est un appel, un aveu, une confession intime. J'ai coché toutes les cases. Je suis forte, indépendante, organisée, mais je suis fatiguée. Fatiguée de penser pour tout le monde, fatiguée de devoir tout gérer pour ne pas qu'on m'en veuille, fatiguée de faire comme si ça ne me coûtait rien. Et parfois j'ai juste envie moi aussi qu'on s'occupe de moi, de pouvoir me reposer sur une épaule. Mais j'ai l'impression que là, j'ai plus le droit. C'est devenu une faiblesse et que si je m'arrête, tout va s'écrouler et il n'y aura personne pour venir m'aider. À travers ces mots, Claire parle pour elle, mais elle parle aussi pour des milliers d'autres femmes et elle parle peut-être pour toi. Pour des femmes qui ne veulent plus être soumises, mais qui n'ont jamais appris à être libres sans être en guerre. Des femmes qui n'attendent plus de prince charmant, mais qui aimeraient parfois juste pouvoir se reposer sur quelqu'un. Des femmes qui ne veulent pas lâcher leur liberté, mais qui dans cette liberté-là se sentent ultra seule. Claire ne veut pas revenir en arrière, mais elle ne sait plus aujourd'hui comment être libre sans se sacrifier. Et Laurent, de son côté, ne sait plus comment l'aimer. Il se sent inutile, mis à l'écart, parfois rabaissé sans même qu'elle s'en rende compte. Il aimerait contribuer, mais il n'a plus de place, il ne sait plus comment faire et il ne sait plus comment retrouver cette place. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de ce déséquilibre insidieux, de cette femme forte mais fatiguée, de cet homme présent mais invisible, de ce couple qui s'aime mais ne se reconnaît plus. Et si être une femme libre aujourd'hui n'était pas une évidence, mais un chantier intime, un chemin à défricher, une vérité à retrouver, un souffle à accueillir. Madame, monsieur, je t'invite à rester jusqu'au bout de cet épisode, car à la fin, je te proposerai un geste simple mais puissant, un moment pour toi, pour écrire, pour sentir, et peut-être pour rouvrir un espace de dialogue, sans tension, sans performance,
sans chercher à tout régler, juste pour se rencontrer autrement, là où ça fait mal aujourd'hui et là où ça pourrait guérir. Mais avant d'aller vers ces espaces de transformation, on doit revenir un instant en arrière, non pas dans le passé de Claire, mais dans celui de toutes celles qui, comme elle, portent en silence un héritage qui ne dit pas son nom. Ce que Claire vit aujourd'hui, elle ne l'a pas inventé. Ce besoin de tout contrôler, de tout porter, de ne jamais flancher, ce n'est pas seulement son histoire. C'est une mémoire transmise, parfois par amour, parfois par peur. Une manière d'être femme transmise de mère en fille qui s'est glissée sous la peau, sans bruit, et qui continue aujourd'hui encore à façonner des millions de vies. Il y a dans le corps des femmes quelque chose qui se souvient. Et même quand l'esprit affirme « je suis libre, indépendante, consciente », le ventre, lui, ne ment pas. Il garde la trace des silences, des renoncements, des générations d'adaptation, de toutes ces fois où il a fallu tenir, se taire, s'effacer. On pense qu'aujourd'hui c'est fini, on croit que tout a changé, et pourtant, oui, encore aujourd'hui, beaucoup de femmes culpabilisent de demander, d'exister trop fort, de dire non, de ne pas tout gérer avec le sourire, comme si cette liberté qu'elles avaient conquise devait encore se mériter, se justifier, surtout ne pas déranger. Pendant longtemps, être une femme, c'était être douce, discrète, présente sans envahir, disponible sans se plaindre, solide sans jamais se reposer, ne pas penser, mais plaire, ne pas être, mais servir, ne pas mettre de limites, mais tout encaisser. Et ce n'est pas si loin. Tu te rends bien compte qu'on n'efface pas des siècles d'injonctions en 2 générations et que même quand on a coupé le cordon, il reste des gestes appris, des héritages, des réflexes transmis. Combien de femmes, encore aujourd'hui, gèrent l'invisible, orchestrent le quotidien, tiennent pour tout le monde et s'excusent d'être fatiguées. Moi, je les entends toute la journée. Je suis forte, je gère, je peux tout mener de front. Je dois y arriver. Les autres y arrivent bien, alors pourquoi pas moi ? Ça, ce sont les mots. Mais leur corps, quand je les regarde, leur langage non verbal dit « Je suis en tension constante, les épaules affaissées, je suis seule, j'étouffe, et là, je craque. » Sous la liberté apparente de nos jours modernes, il reste une mémoire sous la peau, transmise sans mots, par une mère debout trop longtemps, par une grand-mère qui n'a jamais dit non, par des récits absents et des rôles imposés. Et cette mémoire-là ne disparaît pas en un geste, non, elle demande à être reconnue, nommée, regardée, pas pour s'y enfermer, mais pour enfin, ensemble, s'en libérer. Alors, pour comprendre qui sont les femmes d'aujourd'hui, laisse-moi te raconter d'où elles viennent. Elles viennent d'un monde où l'amour pouvait blesser sans être condamné, où frapper sa femme n'était pas un scandale, mais un droit tacite, un monde que l'on croit ancien, mais qui ne l'est pas tant que ça. En 1975, dans l'émission Aujourd'hui Madame, diffusée sur l'ORTF, un journaliste tend son micro à des hommes dans la rue et pose cette question. « Battez-vous votre femme ?» Certains sourient de toutes leurs dents noircies et d'autres répondent « Je t'assure, avec un naturel qui te glace le sang, oui, des fois, il faut bien la corriger. Des petites gifles, 3 fois rien. » Il y a des femmes qui aiment être battues. Si je tape ma femme, je suis sûre qu'après, elle fera mieux l'amour. T'as entendu ? L'amour, c'est vraiment à pleurer. Pas un mot de honte, pas un regard fuyant, juste une vérité sordide, énoncée comme on commente la météo. Frapper sa femme, il y a encore 50 ans, ça faisait partie de l'équilibre domestique. Je te mets le lien d'un extrait de ce micro-trottoir en description de l'épisode pour que vraiment tu vérifies par toi-même. Jusqu'en 1980, le viol conjugal n'est pas reconnu comme un crime. Entre époux, le rapport sexuel est considéré comme un devoir. On ne parle pas de consentement, on parle d'obligation. Une femme mariée devait se laisser pénétrer par une verge, même si elle ne la désirait pas. C'était la loi du mariage, et pendant longtemps, cette loi a eu plus de valeur que son corps. On continue avec encore quelques dates
Je te jure, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste pour que tu comprennes bien quel est l'héritage que les femmes portent en elles. Jusqu'en 2013, et là, tiens-toi bien parce que tu l'as pas vu arriver celle-là, une ordonnance de 1800 interdisait aux femmes de porter un pantalon sans autorisation préfectorale ou médicale. Alors, bien sûr, cette loi n'était plus appliquée depuis longtemps, mais elle était encore là, noir sur blanc, comme une absurdité oubliée mais jamais annulée, comme un rappel ancien que la liberté de la femme, même vestimentaire, n'était qu'un prêt temporaire. Jusqu'aux années 70-80, les livres scolaires enseignaient que les femmes étaient naturellement douces, sensibles, moins logiques. On leur expliquait qu'elles étaient faites pour soigner, soutenir, écouter, mais pas pour diriger, décider ou prendre la parole. Leur place était définie, il ne fallait pas en sortir. D'ailleurs, pendant des décennies, elles ont dû se battre pour avoir le droit d'être avocates, médecins ou encore magistrates. Leur présence dans ces métiers a longtemps été considérée comme une anomalie. Je te passe les pubs jusque dans les années 90 où on montrait la femme radieuse, épanouie dans sa cuisine bien tenue, souriante grâce à son nouvel aspirateur et radieuse avec son liquide vaisselle à la rose. Entends bien ça, une femme, aujourd'hui, quand elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle ne sait plus comment demander, qu'elle se sent coupable d'avoir besoin, ce n'est pas une fragilité, c'est le fruit d'un conditionnement. Aujourd'hui, la femme culpabilise de ne pas tout tenir. Le foyer, le travail, la charge mentale, la séduction, l'éducation des enfants, c'est impossible. Et parfois, sa mère lui dit « Tu as de la chance d'avoir un homme qui t'aide ». Voilà ce qu'elle porte, la femme. Elle porte encore le poids de ce qu'on a exigé avant elle. Une injonction à faire bien, beaucoup, seule et à ne jamais déranger. Et si on se demandait un peu où est le plaisir dans tout ça ? Ah il n'y a pas de place pour le plaisir, ni dans les discours, ni dans les représentations, ni dans les bouquins, ni dans les lits. Le clitoris. Parlons du clitoris, cet organe, le seul organe entièrement dédié au plaisir féminin. Il a été oublié, effacé, dissimulé pendant des siècles. On l'a nié comme s'il dérangeait, comme s'il n'avait rien à faire là. Et pourtant, tu sais quoi ? On le connaissait depuis l'Antiquité. On lui a donné un nom au XVIe siècle, puis on l'a effacé volontairement pendant plus de 300 ans, avant d'être redécouvert en 1998 par la médecin australienne Helen O'Connell. Le clitoris est alors reconnu officiellement dans les manuels scolaires français en 2017. 2017. Avant ça, rien. On ne le nomme pas, on ne l'image pas. Le clitoris n'a aucune légitimité, ni dans les livres, ni dans les programmes scolaires, ni dans les cerveaux de chacun et chacune. C'est un organe absent parce qu'il ne servait pas à faire d'enfants, parce qu'il ne servait à rien d'autre que ressentir du plaisir. Et ce plaisir-là, celui des femmes, on ne voulait pas qu'il existe pour lui-même. On a travesti l'orgasme féminin, on l'a requalifié, invalidé, on a décrété qu'il devait être vaginal, qu'il devait venir de la pénétration de l'homme par lui, grâce à lui. Et si ce n'était pas le cas, alors la femme était traitée de trop cérébrale, frigide, immature ou fausse. Mais la vérité, la seule vérité, c'est que le vagin n'est pas un organe de plaisir. Il est une voie, un passage. Mais j'y tiens, le plaisir féminin, lui, vient du clitoris. Le clitoris est bien plus vaste que ce petit point qu'on ose à peine nommer. Il fonctionne comme la verge, il se gorge de sang sous l'effet de l'excitation, entoure le vagin de ses racines internes et c'est le frottement entre ses parties profondes et le pénis ou autre qui produit la sensation de plaisir. Si tu ne le sais pas encore, je t'invite à vraiment retenir cette phrase. Il n'y a pas de femme clitoridienne ou vaginale
Il n'y a que des femmes mal informées, mal accompagnées, mal reconnues. Et c'est ça le vrai scandale. On leur a caché comment fonctionne leur corps, puis on leur a demandé d'être performantes, libérées, hyper sexualisées, de jouir fort, souvent, vite, de squirter, d'être prêtes, disponibles, intenses. Comme si ce plaisir qu'on leur avait arraché pendant des siècles devait maintenant devenir une obligation. Au fond, les femmes, moi je le sais, ça fait presque 9 ans que je le vois chaque jour dans mon cabinet, ce n'est pas de désir qu'elles manquent, c'est de connaissance, de sécurité, de lenteur, de légitimité, de sensualité, d'amour. Et les hommes, eux aussi manquent de clés, parce qu'ils n'ont pas appris, on ne leur a pas transmis la carte du corps féminin, on ne leur a pas appris à écouter ce qui est subtil, lent, vivant, on leur a montré des images, des modèles virils, des rapports mécaniques, des scénarios où l'homme donne et la femme reçoit. Ça tape vite, ça tape fort et c'est moche. Mais en même temps, comment ces hommes pourraient-ils comprendre ce qu'on ne leur a jamais dit ? Comment pourraient-ils comprendre ce que les femmes ne peuvent même pas leur expliquer puisqu'elles ne le savent pas non plus ? Comment pourraient-ils aimer autrement que dans ce qu'ils croient être leur rôle ? Satisfaire, pénétrer, réussir, tenir. Parce que, tu sais, eux aussi ils cherchent, eux aussi ils doutent, eux aussi parfois ils se sentent perdus devant le silence ou la douleur de leur compagne. Ce n'est pas leur virilité qu'il faut remettre en question, c'est le modèle. Et si on apprenait, ensemble, à désapprendre ce qui a fait mal et à réinventer une sexualité plus juste, plus lente, plus vraie, juste plus merveilleuse, quoi. On en parlera beaucoup dans d'autres épisodes, parce que la sexualité, c'est un monde à reconstruire, un territoire à réhabiter. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble ce que ces héritages font à nos vies, à nos journées trop pleines, à nos relations qui s'épuisent, à nos corps qui tiennent encore, oui, mais à quel prix ? Parce que ces mémoires ne restent pas figées dans le passé, elles voyagent, elles traversent le temps et les corps, elles s'infiltrent dans nos choix, nos amours et nos solitudes. Ces héritages-là, on les porte dans nos poches, dans nos regards, dans nos silences, dans nos surcharges mentales, alors même qu'on se pense libre. On continue de courir, de prouver et de tenir. J'ai envie de te demander maintenant, le féminisme est-il une promesse ou une nouvelle pression ? Est-ce qu'il a tout réglé ou est-ce qu'il a parfois ajouté une nouvelle injonction, celle d'être une femme forte, épanouie, libre, parfaite, une femme qui s'aime, qui s'affirme, qui sait ce qu'elle veut, qui ose dire non, qui prend sa place, élève ses enfants en pleine conscience, garde une libido rayonnante et construit une carrière brillante, sans jamais flancher, sans jamais douter, sans jamais se plaindre. Ce n'est plus la soumission qui étouffe, c'est la pression de la réussite globale. Aujourd'hui, une femme ne doit plus obéir, on est d'accord. Elle doit tout réussir, elle doit tout incarner, elle doit tout honorer, sans relâche. Être une professionnelle accomplie, brillante, respectée. Être une communicante émotionnelle, claire, posée, sans jamais crier. Être cultivée, éveillée, en perpétuelle remise en question. Être une amante présente, réceptive, pleine de désirs, mais pas non plus trop exigeante. Être une mère douce, consciente, disponible, régulée, pleine de ressources et, si possible, rester mince, légère, drôle, bien habillée et engagée. Et si tu échoues à une cause, tu n'es pas puni, mais tu te juges, tu te compares, tu te demandes si tu passes à côté de ton féminin. Ce n'est plus une oppression extérieure, c'est un poids intériorisé. Le féminisme a ouvert la voie, il a offert un cadre, des droits, un espace, oui, mais entre l'élan militant et l'intégration intérieure, il y a un monde et même un gouffre parfois. Car ce n'est pas parce qu'on sait qu'on a le droit qu'on se sent autorisé. Ce n'est pas parce qu'on est informé qu'on est libéré. La liberté n'est pas une ligne sur un programme politique, c'est un mouvement dans le corps, un espace dans le souffle, un accord entre ce qu'on veut et ce qu'on croit mériter. Et ce féminisme-là, intime, cellulaire, profond,
on ne nous l'a pas toujours transmis. On nous a parlé de droit, mais pas toujours de droit au doute. On nous a parlé d'égalité, mais pas assez de permission de ralentir. On nous a parlé d'émancipation, mais rarement de légitimité à ne pas savoir. Alors beaucoup de femmes d'aujourd'hui se retrouvent coincées entre un passé dont elles veulent s'éloigner et un idéal auquel elles n'arrivent pas à correspondre. Ce qu'elles savent, c'est qu'elles ne veulent plus être soumises, mais elles ne savent plus comment être libres sans se sacrifier. Voilà d'où viennent les femmes. Moi, toi, nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos filles. Je te raconte pas tout ça pour excuser, mais pour comprendre, pour remettre du sens là où souvent il n'y a que de la tension, de l'incompréhension, de la culpabilité, parce qu'on ne construit rien de solide sans conscience, et parce qu'on ne se rejoint jamais vraiment si on ignore ce que l'autre traverse, ce que l'autre porte, ce que l'autre a dû apprendre ou désapprendre. Dans l'épisode précédent, L'homme entre patriarcat et féminisme, je te parlais de Thomas, de ces hommes qui veulent aimer autrement, mais qui ne savent pas encore comment faire, qui tâtonnent, qui doutent, qui avancent, parfois maladroitement, et je te disais que pour certains hommes, le travail à faire, c'est désapprendre à dominer, à taire, à fuir, désapprendre les réflexes de pouvoir, de distance, de contrôle, mais pour beaucoup de femmes, le chemin est inverse. Elles doivent apprendre à se reposer, à ne plus tout porter, à faire de la place pour l'autre, à faire confiance, à recevoir sans se sentir coupable, à demander sans croire qu'elles trahissent leur force. Et dans cette symétrie-là, dans cette inversion des rôles intérieurs, je le sais, il y a un espace d'alliance, pas une fusion, pas une égalité purement juridique, mais une rencontre émotionnelle. Un endroit où chacun regarde ses conditionnements sans chercher à les justifier, sans accuser, sans minimiser. Parce que, faut pas se leurrer, le combat féministe, il ne se gagne pas contre les hommes, il se gagne contre les schémas, contre les carcans, contre les réflexes qui blessent, contre la peur d'être soi. Et ce combat-là, on peut le mener ensemble, main dans la main, en apprenant à se parler, à s'écouter, à se rechoisir autrement, pas pour rejouer les anciens rôles, mais pour en inventer de nouveaux. Mais pour en inventer, il faut d'abord se rencontrer, pas en théorie, pas en idéologie, en soi et face à l'autre. Je crois profondément que c'est dans les gestes simples, dans les mots vrais, dans les silences écrits, que naissent les véritables révolutions intimes. Alors je t'invite maintenant à prendre un instant pour écrire, pour sentir, pour déposer. Un geste pour rejoindre ce qui a été blessé ou peut-être commencer à aimer autrement. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'être prêt ou prête, tu n'as qu'à être là et laisser venir ce qui voudra émerger. Je te propose un exercice, ou plutôt un geste de soin. Une lettre à écrire avec le cœur, avec les tripes, avec tout ce qui peut-être n'a jamais encore été dit. Si tu es une femme, alors écris à toi-même, écris à cette femme que tu es aujourd'hui, à celle qui tient, qui gère, qui veut bien faire, mais qui fatigue. Écris-lui avec tendresse, avec lucidité. Parle-lui de ce que tu veux relâcher, de ce que tu ne veux plus porter seul, de ce que tu veux t'autoriser ici et maintenant. Dis-lui ce que tu traverses. Dis-lui que tu l'aimes, même quand elle n'est pas parfaite. Dis-lui que tu veux l'aider à se reposer, à se faire confiance, à ne plus s'oublier. Tu peux lui écrire comme à une sœur, comme à une petite fille qu'on n'a pas suffisamment protégée, comme à une femme que tu choisis d'aimer enfin, pleinement. Quand tu as fini, tu peux la garder, la ranger pour plus tard, comme un serment doux, une promesse de te retrouver, ou tu peux la lire à voix haute à quelqu'un. Tout est juste. Et si tu es un homme, alors s'il te plaît, écris à cette femme que tu veux rejoindre, pas une déesse, pas une héroïne,
pas une sexy girl, pas une image. Écris à une femme vraie. Dis-lui ce que tu comprends de son épuisement. Dis-lui que tu veux désapprendre, ce que tu veux changer. Pas pour plaire, juste pour aimer mieux. Dis-lui que tu n'as pas toutes les réponses, mais que tu es là, curieux, ouvert, présent. Et peut-être que cette lettre, un jour, tu pourrais lui offrir à cette femme que tu aimes. Pas pour régler les choses, mais pour entamer un dialogue, un lien, une vérité partagée. Prends un instant juste pour ressentir ce que tu ressens, ce que tu viens de déposer, ce qui a bougé peut-être. Tu n'as rien à faire, rien à analyser, juste accueillir. Et si tu souhaites partager avec moi ce qui est ressorti de cet exercice, contacte-moi sur Instagram à l'Alliance Thérapeutique. Ce petit moment que tu viens de t'offrir à travers cet épisode, c'est déjà un acte de transformation parce que reconnaître ce qui te bloque, ce n'est pas t'enfermer dedans, c'est justement commencer à le désamorcer, à l'apaiser, à l'éclairer. Et quand tu visualises la suite, tu prépares ton cerveau à aller vers elle. Tu mets en marche une nouvelle manière de penser, de sentir, de choisir. Tu pourras refaire cet exercice plus tard avec un carnet si tu veux, tu peux l'étoffer, y revenir, le transformer. Parce que tout changement commence par là, sentir, nommer, imaginer, puis choisir encore et encore. Ce moment t'appartient. Ce que tu viens de vivre est précieux. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et de l'avoir partagé avec moi. Le simple fait de t'arrêter, de t'écouter, de te reconnecter à toi, c'est déjà un pas vers ton mieux-être, un pas vers ta transformation. J'espère sincèrement que cet épisode t'a apporté des clés, des prises de conscience ou peut-être simplement un peu d'apaisement. Et si ce moment passé ensemble résonne en toi, si tu sens qu'il pourrait être utile à quelqu'un que tu aimes, n'hésite pas à le partager parce que tu sais, parfois, un seul mot peut changer une trajectoire. Tu trouveras dans la description de cet épisode le lien vers le micro-trottoir évoqué un peu plus tôt, ainsi que le lien vers mon guide « Je deviens émotionnellement autonome », un véritable compagnon de route vers la liberté intérieure. Pour découvrir tous mes accompagnements, il te suffit de te rendre sur sophiebacanthérapeute.com. Dans la rubrique « Mon cadeau », tu peux également télécharger une ressource gratuite. À présent, n'oublions pas ceci les amis, changer sa vie ce n'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour ceux qui grandissent en nous regardant, pour celles et ceux qui demain apprendront à aimer en fonction de ce qu'ils auront vu entre nous, chez nous. Transformer sa vie, c'est ouvrir la voie, c'est rompre les cercles, c'est se tenir la main à travers les générations en disant « on peut faire autrement ». C'est bâtir une communauté forte, consciente, unie, où chacun, chacune trouve un espace pour se dire, se réparer et avancer. Élevons une nouvelle génération avec d'autres repères, avec une autre vision du couple, du corps, des émotions, une vision plus libre, plus douce, plus courageuse aussi. Une génération qui n'aura plus à choisir entre l'amour et la liberté, entre la force et la tendresse, entre l'authenticité et l'appartenance. Et si c'est aussi ton objectif, si tu crois qu'on peut apprendre à se comprendre, main dans la main, rejoins-moi dans cette aventure. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance Thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. Un nouveau sujet, de nouvelles clés, un nouveau pas vers toi. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.